À la table après. Ah, allez, mais... Bon, je vais fermer la porte. Bon. Quand vous en avez assez, hein, vous me dites. Frotte, elle n'a pas frotté entre les miettes. Je vais passer un petit. Je n'ai pas le droit de rien faire, hein, seulement après. Ben oui, non mais Quelqu'un qui ne connaît pas. c'est ça, hein. Et, Privilège de oui. l'âge. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de cette histoire de bronzage, quand vous étiez jeune. Oui, Alors, c'était à quel moment? pendant la guerre. On était obligé de, comme il n'y avait pas de travail nulle part, on a déjà habité le village. Et pour aller en ville, pour aller travailler, c'est trop dangereux parce qu'il y a les bombardements et tout. Alors donc, on restait tous, mais seulement les Allemands profitaient pour nous faire travailler, et ils nous payaient dans les champs. C'était pour biner, pour arracher l'herbe, pour biner les C'était pommes en de terre. Allemagne? Non, c'est en Allemagne, on était allemand en 40. Ah oui. Ouais. Et alors, naturellement, à force d'y aller tous les jours, hein, du matin au soir. Il s'appelait comment ce village? Banzenem. Bantzemhem. Et là, donc vous aviez quel âge à cette époque-là? Oh, quel âge j'avais? J'avais 21 ans. 20 ans? 21 ans. En 40. En 40. 21 ans, oui, je suis né en 21. Et donc vous travailliez pour les Allemands et c'était obligatoire? C'était des terrains qui n'étaient jamais cultivés par les gens du pays, du village. C'était en friche. Alors eux, ils ont pris tous ces terrains-là, ils ont planté des pommes de terre, ils ont planté du maïs, ils ont planté beaucoup de pommes de terre. Hein, et alors c'était de la terre qui a été bien reposée, hein, vraiment, c'était... Ils savaient ce qu'ils faisaient. Hein. Ah oui, ça n'avait jamais été cultivé. Ah non, pas à ma connaissance. Peut-être avant, parce qu'avant c'était un... C'est-à-dire que dans ce village, c'était un bonhomme, c'était soi-disant un docteur, célibataire, il n'était pas marié. Et alors les gens, quand ils ne pouvaient pas le payer, ils leur demandaient un bout de terrain. Alors il accumulait, il en avait du terrain. Et finalement, il est mort et puis ce terrain était toujours. Et il est revenu à l'État alors, Ah voilà. aux Allemands. Ouais. Et donc vous faisiez quoi comme travail? On binait. Ils nous ramassaient le matin, ils nous ramassaient avec des camions. On allait dans les champs à l'extérieur. Et puis, si c'était dans le village à côté, on allait à pied, mais on allait jusqu'à Hombourg, on faisait Haute-Massé, Hombourg, on se déplaçait hein, dans tous les machins où ils avaient du travail. Oui, c'était pas toujours au même endroit. Non, c'est là où il y avait les pommes de terre. Donc, 2-3 villages plus loin. Et tout le monde était obligé de faire ça? Ah, on n'était pas obligé, hein. Ceux-là qui ne voulaient pas travailler n'étaient pas obligés, hein. Nous qui voulions gagner des sous, on allait, au lieu de rester à la maison, on partait. Hein, ça, c'était vraiment... Moi, partout où je passais, on était réfugiés dans l'eau des Garonne. Eh bien, je ne restais pas longtemps, j'allais travailler à Marmande. Mon frère allait travailler chez les paysans, mon père travaillait, il était cordonnier, il allait travailler chez le cordonnier. On était la seule famille. Tout le monde travaillait. Tout le monde travaillait. Moi, j'étais dans un magasin dans un bureau de transport. Là, elle ramassait les fruits, tu vois, à Villeneuve, pour les transporter, emmener à Bordeaux. Et c'était déjà le temps. Marmande n'était pas occupée par les Allemands. Oui, c'était au sud de la ligne de démarcation. Voilà. Et nous non plus, Comte non plus. Et donc, elle, son mari était soldat, et elle suivait le transport que son mari avait fait.
Elle partait avec les chauffeurs, donc elle ramassait à Villeneuve et tout ça, elle ramassait les tomates, elle a fait tout ce qu'il y avait à ce moment-là. Hein. C'était qui ça dont vous parlez? De là où j'allais travailler à Marmande. Un machin de transport. Comment on appelle ça? Un transport. Hein. Il transportait, il ramassait en même temps, il allait jusqu'à Villeneuve, il ramassait les fruits. Et quand il venait après, il rassemblait tout à Marmande et après on cherchait les camions, des fois jusqu'à 1h du matin. Hein. Et eux, ils partaient après de Marmande, ils partaient à Bordeaux. Et ça, c'était après la Bordeaux guerre? était occupé par les Allemands. Non, c'était toujours pendant la guerre. Toujours pendant la guerre. Et Manfred, il est né en quelle année? Manfred est né en 1944. D'accord. Donc pendant la guerre. Oui. Et il est né en Alsace? À Banzenem, oui. Et pourquoi vous étiez après dans le sud-ouest? Et on est réfugiés. On était sur la ligne Machineau. Hein. Le Rhin est à 2 km de chez nous. Donc Et tout le monde a dû partir? tout le monde a dû partir. Un jour, le machin qui passait là, et il a dit dans 2 heures, il faut que le village soit vidé, et on avait le droit de ramener que 30 kilos par personne. Dans 2 heures? Ouais. Et tout le monde a dû partir en 2 heures? Tout le monde a pu partir, ceux qui avaient des voitures partaient avec leurs voitures, ou avec les bêtes, avec les machins. Et nous, on n'avait rien, on n'avait pas de bêtes, on n'était pas paysans. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et puis on avait un voisin qui était un vieux bonhomme avec sa fille, qui n'avait pas grand-chose. Alors il nous a dit, eh ben, vous pouvez mettre vos affaires sur la charrette, je ne sais pas comment on appelle ça. Ouais. Et avec 2 vaches. C'était vous et vos parents? Mais moi j'avais le vélo, mon frère aussi avait le vélo, nous on partait avec le vélo. Et eux, mes parents, allaient avec le voisin, ramasser le nécessaire. Et on laissait la maison ouverte. Donc vous avez tout laissé? On a tout laissé. Et il paraît qu'on n'était même pas sorti du village, qu'il y avait déjà la lumière dans notre maison. C'était les Allemands qui allaient... Non. On n'y était pas encore. C'était des gens qui avaient... C'est les gens du village. Qui ont fait un petit tour. Ceux qui connaissaient. Ouais. Déjà l'atelier était mon père, hein, il avait beaucoup de trucs, hein, tout ça c'était piqué, tout c'était emporté. Qu'est-ce qu'il faisait quoi? Cordonnier, il faisait les chaussures neuves, tu vois, sur mesure. Sur mesure? Ah oui, alors justement il faisait les chaussures pour ce docteur là qui ramassait, qui avait les terrains, il faisait toutes ces chaussures. D'accord. Et puis, donc on partait, on fallait traverser toute la forêt de l'Art. On est à peu près 20 km qu'on arrivait au village. Et puis là, les gens nous sont recueillis. On restait 2-3 jours, je me rappelle, je ne sais pas, peut-être un peu plus longtemps. Et entre-temps, avec mon frère, on rentrait encore chez nous pour aller chercher le chien. Je me rappellerai, pour ramasser. Alors on m'a ramassé toutes les choses que j'aimais. Hein, par exemple, l'argenterie et tout ça, maman a dit que tu n'as pas besoin de l'argenterie la première fois, des choses plus utiles. Alors j'ai ramassé, après on a ramassé ça. Et des bêtes, des poules, parce qu'on n'avait que des poules. Des poulets. Et puis donc c'était le mois de septembre ça. Et puis on ramenait ça chez les gens où on était. Et puis c'est là qu'on préparait les machins pour partir dans le midi. Enfin, on ne savait pas qu'on partait dans le midi. On nous cherchait dans des wagons à bestiaux. Hein, on était cherchés vieux, jeunes, malades, pas malades, tout comme des bêtes, chiens, chats, tout était ensemble. Je me rappellerai toujours. Moi j'étais couché là, il y avait un bonhomme à côté, il avait la diarrhée, il puait. Et je dormais. Et puis pendant quelques jours, on patrouillait comme ça sur les machines, ils ne savaient pas où nous emmener. D'abord ils sont dit à la Bretagne, après c'était non, alors après, en longtemps, hein, et puis de temps en temps ils s'arrêtaient, le train, et on nous ravitaillait. On nous donnait même du café avec du sel. Avec du sel? Ils se sont trompés sans doute, avec du sel.
Enfin bref. Vous ne saviez pas où vous alliez? Non, on ne savait pas du tout. Et puis on a atterri à Tonnes. Tonnes dans Lot-et-Garonne. Et là, c'est des camions qui nous ont cherchés encore. Et ils nous ont emmenés dans un village, ça s'appelait Conto. Et à Conto, on était parqués comme des bêtes. Sur une grande place, on était assis sur nos valises, sur nos machins. Et les gens du village ne voulaient pas nous ouvrir les maisons. Parce qu'il y avait quand même pas mal de maisons qui étaient fermées. Et puis, ils nous trouvaient... On était 8 jours dans le train à Pestion. Hein. On était sales, on n'était pas coiffés. En fait, tu te rends compte, on ne pouvait pas se changer. Il n'y avait rien à faire. Enfin, bref. Et puis, c'est le curé, là, le curé qui s'en occupait. Alors, moi, j'ai... Le curé s'occupait de vous? Oui, le curé et le maire, hein. Les deux, c'est eux qui dirigeaient, hein. Autrement il n'y avait personne pour diriger. Alors il y a des gens qui venaient, qui demandaient, elle a dit donc nous on prend 2-3 personnes si vous voulez pour venir manger. Alors moi j'étais juste à côté d'une dame, elle a dit oh moi j'ai 3-4 personnes je peux prendre pour manger. Alors je dis bah écoutez on est 3, nous 4, mes parents, mon petit frère et moi. Alors, elle dit bon, et puis on est allé là, jusqu'après on a trouvé une maison, c'était la maison d'un curé encore, qui était fermée, qui est mort et qui était fermée, qui est meublée. Alors on nous a donné une pièce avec 2 lits et la cuisine. Et l'autre partie, c'était notre maire du village. L'autre côté, c'était un autre ménage. Et derrière, il y avait des trucs attachés là. C'était une autre famille. Et voilà. Et comme ça, ils sont arrivés à loger à peu près tout le monde du village. Hein, plus ou moins bien. Et ça, c'était en quelle année alors? En 40. En 40. 39-40. En 39, on est parti, en 40, on est rentré. Comment se fait-il que Manfred soit né à Banzenheim? À Banzenheim. À Vous 44? êtes retourné là-bas? Ah ben non, on était allemands nous, Ouais. de 40 à 45. On était allemands. Ouais. Et moi, je fréquentais un jeune homme qui était pas du même village que ma mère, mais voisin. Ma mère était allemande. Donc avant la guerre? Non, c'était pas dans la guerre. En 43. Dans le sud-ouest alors? Non. Vous êtes resté combien de temps dans le sud-ouest? 1 an. D'accord. Et après, ah oui, après il y a eu l'armistice, donc la guerre était finie. En 45. En 40. Ah, en 40, elle était finie, non, elle n'était pas finie. Puisqu'on était bombardés, on était après, c'était le Rückzug, ça veut dire s'ils venaient, ils partaient, ils montaient à fur et à mesure. Et ça durait jusqu'à 45. Donc en 40 dans le sud-ouest, vous êtes resté 1 an à travailler. Voilà, on est restés tous, tout le monde est resté, on est réfugiés, on est resté un an après, on a dit on peut rentrer. Hein, et puis ils nous ont emmenés encore dans des vacuations. Et puis on partait avec tout. Alors là, on avait encore plus, parce qu'entre-temps, ils nous ont fait venir les matelas d'Alsace. Hein, un transport avec les matelas, je crois que c'est que les matelas, les machins les plus gros. Hein, alors tout ça, il fallait emmener. Bon. Alors donc, c'était mieux organisé pour partir que pour venir, hein, parce que j'avais le temps. Alors on est parti, et puis on a atterri à Sète. Premier port, c'était Sète. Et on n'a pas encore vu un soldat allemand. Hein. On n'a pas encore vu. Et puis à Sète, on est resté 2 jours. Mon père, quand il a entendu le machin d'un bateau, il a dit « Ouh là là, je crois qu'on est au bord de la mer. » De quoi? La mer? On n'a jamais vu la mer, vous savez, parce que c'était... Pouf! Et on est sortis comme ça. Et puis on a découvert la mer. Et puis pour nous, c'était formidable hein, de voir la mer, de pouvoir se baigner, de pouvoir... Et puis on est resté 2-3 jours.
Et après, il fallait partir. Et les premiers Allemands, on les a rencontrés à... Où est-ce que c'était? C'était à la gare. Oh, c'était après Lyon. Après Lyon. Ah, ça s'appelait, je me rappelle plus. Dijon. À peu près. Et puis on a vu ces soldats, tu sais, les SS là, tous des grands garçons, des grands caillards. Bon, ils nous sont bien reçus, ils nous sont... Ouais, c'était gentils avec nous. Et on nous a ravitaillés. On restait quelques heures sans doute. Et puis après, direction Mulhouse. Et Mulhouse, donc c'est notre ville. Hein. Après, ils nous ont encore débarqués en parc. Non, c'était le même train qui allait jusqu'à Pansenheim après. Et c'est là, ceux qui avaient des voitures, enfin, oui, il n'y en avait pas beaucoup, c'était moi, j'avais de la chance parce que ma copine, elle était la fille d'un boulanger, elle avait une voiture. Et quand elle nous a pris, et elle nous a ramenés à la maison. Et puis elle naturellement venue à la maison. Oh là là, tout ça qui manquait, qui était volé, qui était pillé. Bon. Bref, on s'était habitué. Enfin, quand on est jeune, tu prends ça tout à fait d'une autre... mes parents, non, ça les a touchés. Mais même après, on était obligés de faire... les gens qui ont trouvé des trucs dans leur maison qui ne leur appartenaient pas, ils devaient mettre les choses dehors. Est-ce que tout le monde l'a fait? J'en sais rien. On a ramassé, on a trouvé des ustensiles de cuisine un peu partout. Hein. Les soldats venaient faire la cuisine, ou le contraire, ils emportaient le fait tout et puis ils le laissaient là. Et puis c'était des soldats, des soldats du pays, hein, du village. Votre petit frère avait quel âge? Mon petit frère a 1 an moins que moi. Ouais. Il s'appelait comment? Marcel. Et lui, il l'a vécu comment cette année de... Comment il a vécu cette année à un année moment donné, il voulait rester là-bas. De réfugié. Et comme c'était le plus jeune, ma mère était tellement attachée à ce garçon, mon père aussi. Marcel, c'était un garçon qui savait tout faire. Il était sportif comme Manuel, comme tout, et vraiment un garçon. Il n'aimait pas l'école, ça c'est un fait. Mais pour travailler, hein, il était fort. Et comme sportif, à tel point que j'étais déjà ici à Grenoble, j'ai rencontré des Alsaciens sur le marché, là où je vais toujours. Et puis il y avait tant des Mirabelles. Alors ils se sont regardés, ah les Mirabelles! J'ai dit oui, c'est... Alors j'étais à côté, j'ai dit ça ne vaut pas les Mirabelles d'Alsace. Il dit pourquoi vous connaissez? J'ai dit oui, je suis alsacienne. Je dis d'où vous êtes? Je dis ben, je suis de Pansenheim. Alors le bonhomme m'a dit, ah je connais un garçon. Lui il dirigeait les machines de sportifs, moi je ne le connaissais pas, hein, parce que non, ce moment-là j'étais déjà à Mulhouse, je travaillais à Mulhouse. Et puis il a dit, oh là là, quel sportif, c'est dommage pour ce garçon. Il s'appelait Marcel, propriétaire. Je dis, eh ben, c'est mon frère. Oh là là, c'est dur. Hein. Ouais. Et naturellement, mes parents, ça les a vraiment touchés. C'est un garçon qu'on n'a jamais vu en soldat. Et ils ont fait des manœuvres, fait des tours, et il était très fort en tir, paraît-il. Mais tu vois, il vaut mieux être médiocre en tir que bon. Et alors il était envoyé en Russie. Et pourquoi il n'a pas dû partir en 1939 tout de suite? Il voulait rester à Punto. Mais je lui dis, mes parents ne voulaient pas. Ils ont dit, oh non, 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 croyaient que la guerre était finie, hein, ne pensaient pas qu'ils allaient les... Hein, on ne sait pas tout. Non, tu viens avec nous, tu sais, ceci, cela. Bon, il est venu avec nous. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait. Je crois qu'il s'est lancé dans la maçonnerie. Il me semble, pas sûr. Et après, il a dû partir. Après, il est parti et puis il a été blessé.
un machin dans la tête, là. Juste la machine qui vient passer, mais seulement. Et c'était déjà au retour avec les Russes, avec les machins, déjà le retour. Et donc, il n'y avait pas d'hôpital pour le mettre, je sais pas, enfin, on ne sait pas au juste, on ne sait pas. Hein, on s'est seulement reçu qu'il est mort à Tambov à telle et telle date. En 44. En 44. Et comme tous les jeunes, tous les garçons de mon âge, ils sont tous restés. Hein. Ceux qui ne sont pas morts au front sont morts dans les camps de faim. Presque tous de ma classe, tous ceux qui sont partis, il n'y en a aucun qui est revenu. Du village? Ouais. Tous ma classe indienne. Et d'autres encore, bien sûr. Bon, après, il y avait les Allemands, je dis, après on a fait ça, on a travaillé. Et après j'ai eu une place en Allemagne, il y a une fille allemande là, qui était déjà amie avant la guerre de mes parents, hein, qu'on connaissait, et puis elle est venue, elle m'a dit, écoute, tu pourrais pas me remplacer, parce que moi je peux pas, je ne sais plus pourquoi, quel empêchement qu'elle avait, pour aller travailler, pour faire la femme de chambre à Pattenwiller. Pattenwiller, c'était un machin de site où tous les Berlinois, les Richards, tu venaient en vacances. Comment ça s'appelait? Pattenweiler, Baden, B-A-D-E-N, Weiler, W-E-I-S, Weiler, E-I-2-L-E-R. Vous êtes parti travailler là-bas? Oui, j'ai travaillé là-bas. Et après la guerre? Non. Toujours pendant la guerre? Toujours pendant la guerre. Et après, cette bonne femme, elle était tellement... Son mari était commandant, un officier, il est presque jamais là, mais qui était très très gentil. Mais elle, alors, c'était une garce. Alors donc, ça durait jusqu'au jour où c'était les vacances. Il y avait les vacances, et puis elle dit, bon, vous avez les vacances 3 semaines ou un mois, je ne me rappelle plus. Et puis, alors moi je me suis dit, toi, tu ne me verras plus, hein. Moi je ne peux pas revenir, parce que pour lui faire les machins, elle nous nourrissait presque comme un chien. Alors j'ai trouvé autre chose, je suis rentrée dans une usine de la mécanique fine à Mullen. Et je me suis bien adaptée, j'étais une des meilleures ouvrières là, que j'ai facilité. Ça vous plaisait? Ça me plaisait, ça me sortait bien des mains. Il y a quelqu'un qui ne pouvait pas le faire, c'est moi. J'avais le tact, tu vois, pour percer les machins, percer avec du métal, comme avec une aiguille à coudre. Hein. Alors il ne fallait pas, comme la machine. Enfin bref. C'est donné ou c'est pas donné, hein, ça c'est... Et c'est une usine qui fabriquait quel genre d'objet? Qu'est-ce que vous fabriquiez? On ne savait pas ce que c'était. Bon. Les parachutes, les appareils, les trucs, tu vois, pour allumer la... C'est comme une montre, comme un réveil, mais en carré. Pour ouvrir les parachutes? Ouais. Ah, d'accord. Les altimètres. Je ne sais pas comment ça s'appelait, on ne savait pas, on disait la fine mécanique, hein, ou la mécanique fine, je ne sais pas moi, c'était... Et là, j'ai dû me lever à 5 h du matin pour prendre le vélo pour aller faire 25 à 30 km, je ne sais plus au juste. Pour aller à l'usine? Hein, pour aller travailler, oui. Et là, vous habitiez à Panselem, oui. toujours à Panselem, oui. Et alors après, vous avez rencontré quelqu'un? Après, j'ai rencontré le père de mon frère. On devait se marier le 24 janvier en 1944. Tout était prêt. Et voilà qu'il allait faire la scarlatine. Pour moi, c'est une chance. Pour moi, je sais là-bas.
On se sera adapté, hein, je sais pas moi. Donc, Mais c'est un garçon qui ne savait pas ce qu'il voulait. Il était exigeant. Il me disait, quand tu viens, tu emporteras ça, tu emporteras ceci. Oh, je dis, écoute, je ne vais quand même pas hériter mes parents, ils sont encore vivants, hein, je ne vais quand même pas. Hein, tu vois, un peu ce côté-là, et ça ne m'a pas plu. Et puis voilà, je suis tombée enceinte, et donc le poste l'a connu encore, hein, mais comme c'était toujours pour faire les papiers, pour faire les machins, et comme lui, pendant je ne sais pas combien de semaines, on n'avait pas le droit de le voir avec sa scarlatine, là, il était, ce machin, je ne sais pas comment on dit ça. En fait, bref, et puis le gosse, même après, j'allais chez ses parents, chez ses sœurs et tout ça. Et puis on a décidé de se marier le 24 janvier. Hein? 24 janvier. Ah ben non, c'était après 24 janvier, j'avais pas encore de ma retraite quand je voulais me marier. Et on aurait dû se marier en fait, dans une ville où c'était une grande ville, enfin bref, ça s'est pas fait. J'avais tout été prêt, tout, même là, tout. Et tu vois comme quoi, quand cette chose ne se fait pas. Et donc il est tombé malade? Il est tombé malade, et puis à partir de là, il a fait connaissance d'une infirmière, une veuve. Hein? Alors il s'est dit, tiens, la veuve, elle est sans doute, elle a déjà tout équipé. Elle a tout ce qu'il faut. Voilà. Tu sais, pendant la guerre, les gens, c'était... Enfin, et puis après, ça s'est cassé avec cette bonne femme. Et alors, il voulait recommencer, et moi, je ne voulais plus rien savoir. Moi, c'était fini, c'est fini. Il a écrit au curé, il a écrit au maire, le maire est venu me voir, le curé m'avait dit, bah, écoute, le maire, il a dit, oh, tu sais, hein, tout se pardonne, tout ça, je sais ce que j'ai à faire. J'ai dit non. Et Manfred est né quand? Manfred est né en 1944, le mois de mai. J'aurais dû me marier au mois de janvier. Et ça se faisait à ce moment-là de se marier en attendant un enfant? Oui, mais pas en blanc. Mais j'étais affichée, hein, déjà, les bancs étaient publiés. Les bancs étaient déjà publiés. Hein. Et puis donc après on s'est parlé, on s'est de nouveau dit, oh, ben, on m'a toujours sermonné, tu sais, c'est mieux que tu maries le père de ton enfant, ceci, cela. Bon, on s'est parlé, donc ça ne devait pas se faire, c'était fini, c'était plus ça. Je regrette pas. Rien. Et il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, parce que ses sœurs, une sœur qui était sa marraine de mon frère, elle est venue voir mon frère. Nous, on était déjà partis en Dinard, on était déjà. Elle me cherchait. Elle m'a dit, ouais, elle est mariée, elle a des enfants. Et puis après, peu de temps après, on a entendu qu'il s'était suicidé. Donc après que vous soyez à Dinard? Oui, alors déjà ça quelques années, pas 20 ans, mais... Oh ben oui, presque. Ouais. Ouais. Et il s'appelait comment? Émile. Et Manfred se souvient de lui? Ah oui, lui il me disait, alors naturellement, on s'écrivait, alors il m'écrivait des fois des lettres, alors je pleurais. Alors il a dit, moi je ne veux pas un papa qui fait pleurer maman. Et puis ce côté-là, et puis le gosse il était heureux, le gosse, mon père, mes parents, vu qu'ils ont perdu mon petit frère, ils se sont accrochés à ce gosse, hein, c'était le... Hein, je peux te voir des photos là quand il était petit. Pour mon père, et chaque fois qu'il allait en Mulhouse pour se ravitailler en cuir et en machin, toujours il a quelque chose pour lui, toujours. Ouais. Et votre maman, elle faisait quoi? Ma maman était à la maison, elle faisait le ménage, elle faisait beaucoup de couture. C'est une femme qui faisait la couture, elle faisait
pour les garçons du village, elle faisait les pantalons, des machins comme ça. Mais pas d'éclat, rien du tout, elle faisait ça. Hein, parce qu'elle adorait la couture, déjà toute petite. Hein, elle allait à peine à l'école, elle a déjà commencé à faire la couture. Elle m'avait toujours habillée comme j'étais seule fille, naturellement. J'étais toujours... elle avait du goût, c'est une femme qui avait beaucoup de goût. Vraiment, elle était formidable en tout. En cuisine, en tout, elle savait tout faire. Elle était vraiment... Et c'est pas une femme costaud, hein, elle avait si elle faisait 45 kilos, c'était beaucoup. Et elle s'appelait comment? Reine, Régine. Reine, c'est Régine ou Régine. Et c'est pas un nom allemand? Regina. Regina. Oui. Regina. Parce que mon frère n'aurait pas dû appeler mon frère, il aurait dû appeler Marcel, à cause de la mort. Mais ils n'ont pas accepté les Allemands. Il fallait un nom allemand à ce moment-là encore. Ah, et vous vouliez l'appeler Marcel. Et ce Manfred, là je travaillais dans le truc à Patenweiler, là. La bonne femme, elle me parlait toujours de son neveu, de ce Manfred. Il avait toutes les qualités. Alors, c'est le nom qui m'est resté. Tu n'as pas le droit de prendre un nom français en tant que consulat. Et à Badenweiler, vous êtes resté combien de temps? Non, je reste une saison seulement, hein, parce que je ne suis plus revenue. Combien de lettres il m'a écrit le machin de revenir, il m'a supplié. Et je ne voulais pas lui dire ce que sa femme a fait. Hein. Et j'ai dit non, je ne veux plus. J'ai dit ça fait, je préfère rester à la maison. Et lui, il ne se rendait pas compte de ce qui se passait? Non, il n'était jamais là. Il n'était jamais là, il venait en permission. Quand il était en permission, ça allait, c'était très bien. Mais quand lui, il n'était pas... Ah, mais moi, je me vengeais, tu sais, moi, je me laissais pas mourir de faim, par exemple. Ils avaient des abeilles, bon, c'est avec la cuillère que j'allais manger le miel, hein, je mangeais comme ça, tu vois. Mais ça fait rien, il était toujours... Et puis on n'avait pas le droit de s'habiller, il n'avait pas le droit de coiffer comme on voulait. Il fallait toujours voir qu'on était la femme de chambre. C'était un hôtel? Non, mais c'était comment on appelle ça, un pensionnat, les gens qui louaient des fois 15 jours, 3 semaines. C'était une grande maison, une grande villa, et puis elle louait les chambres. Il y avait les chambres avec la salle de bain. Et même pendant la guerre, ça marchait bien? Ah ben oui, les Berlinois, ils venaient en vacances là-bas. C'était calme encore là pendant la guerre. Et c'était loin de Belzonheim? Oh, Mulhem de Pensionnem, il fallait traverser donc pour aller à Chalampé, donc 3, 4, je ne sais même plus. Patenweiler, donc il fallait monter la montagne, hein, c'était dans la montagne. C'était comme ici, si tu veux aller admettons à... Comment ça s'appelle, en haut là? Champs-Rousse? Non, pas si loin quand même. Uriage? Plus loin que Uriage, plus loin. Il fallait quand même faire Chalampé, traverser le Rhin, faire toute la Neuenbourg, Mulhem. De Mulhem encore, c'était quand même assez loin. Non, comme... oh, là en haut, comment ça s'appelle? Au-dessus de Sassenage, tu vas à... Oui, oui, dans le Vercors. Oui. Oui, à peu près. Lens. Mais là-dedans. À peu près comme ça. Et vos parents, vous avez su comment ils s'étaient connus? Mes parents, mon père était soldat allemand, parce que l'Allemagne était allemande. Hein? L'Alsace. L'Alsace était allemande. Et ma mère, elle travaillait à Karlsruhe. Et puis mon père était soldat. D'ailleurs, ils sont mariés. Et, donc ça, c'est la il première... était en soldat, il avait son képi, tu sais, avec la pointe. La première guerre, là. À la guerre, oui, en 14. Ouais.
Ils sont connus à Karlsruhe. Et puis ils se sont mariés à Karlsruhe. Et mon frère est né à Karlsruhe, ah non pas à Karlsruhe, à Waldesweier. Waldesweier. Et vous étiez né Nous, un an plus après tôt. donc, la guerre s'est terminée. Charles, mon frère, il avait à peu près 1 an. Et pendant des mois, mon père, il est rentré. Ah, vous aviez un autre frère? Ah, c'est tonton Charles, c'est Ah oui. l'aîné, c'est Charles. C'est celui-là. Et donc, il est resté avec ma mère et mon père, il est rentré. Et mon père, il avait un frère qui était marié avec une Suissesse, une femme suisse. Et c'est par elle qu'ils ont pu communiquer. Parce que le courrier ne marchait pas encore, ils n'étaient pas encore... Alors c'est par la Suisse que ça marchait. Et c'est comme ça que ma mère, elle a pu contacter mon père et mon père ma mère. Et puis il a fait les démarches pour la faire rentrer en Alsace. Et votre père, il était où? Il était à la guerre? À ce moment-là, il n'a pas fait la guerre, lui. Je n'ai jamais entendu qu'il avait fait la guerre. Donc Il était soldat, il était à Karlsruhe. Et je sais pas si je pense pas qu'il a fait la guerre parce qu'on n'a jamais entendu qu'il était au front ou quelque chose. Et pourquoi vous dites qu'il passait par la Suisse pour communiquer? Et parce que l'Alsace est devenu français. Oui, mais où est-ce qu'ils étaient à ce moment-là? Mon père, donc ils étaient en Allemagne, ils se sont mariés, ils habitaient en Allemagne. Ma mère, elle était allemande, elle habitait en Allemagne. Après la guerre, quand la guerre s'est terminée en 14-18, bon, en 18, il est rentré en Alsace. Ah, lui, il était alsacien. Oui. Ah, d'accord. Oui, il était d'Anne-Marie. D'où ça? d'Anne-Marie. Anne-Marie. Dan, D-A-N. Dan-Marie. Dan-Marie. Donc lui, il est rentré en Alsace, et pour communiquer avec l'Allemagne... Il fallait passer par la Suisse. D'accord. Avec ma tante qui est pareil là. C'est comme ça qu'ils sont devenus de nouveau en contact. Et puis après, mon père a fait les démarches pour faire entrer ma mère, prendre ma mère et ton Charles avec lui. Entrer. Et puis après, il avait été copain de Pansenem, parce qu'il n'est pas de Pansenem. Hein. Alors il avait été copain de Pansenem qui était avec lui soldat en Allemagne. Alors ils lui ont dit, bah, écoute, tu n'as qu'à venir à Pansenem. Hein? Et c'est comme ça qu'il venait à Pansenem, parce qu'autrement, ses frères et tout ça, ça s'appelle le Sunko. C'était l'Alsace, c'est plutôt vers la Suisse, l'Alsace, ce côté-là. Nous, on était allemands, et puis eux, ils étaient vers la Suisse. Dan-Marie, c'est vers la Suisse. Oui. Et donc, il connaissait des gens qui étaient de Belsenheim, des amis à lui. Il y a des copains, des garçons qui étaient soldats avec lui en Allemagne, et puis comme ça ils se sont connus, et comme ça se passe, ben, écoute, tu viens, comme il était cordonnier, ben, il n'y en a pas dans notre village, il n'a qu'à venir. Sa place, je viens. Et puis c'est comme ça qu'il est allé là, à Pansenem. De suite, même avec ma mère, parce que je ne sais pas, non, elle habitait nulle part ailleurs qu'à Pansenem. De suite. Et de votre jeunesse à Belsenheim, vous retenez quoi? Oh, ma jeunesse. Oh, moi j'étais là. J'étais une fille, donc j'étais seule fille, déjà j'avais 2 frères. Hein, j'étais la seule fille, et puis, bon, je sais pas moi, déjà, j'étais une curieuse, j'étais partout moi. Hein, j'allais tout le village, je crois qu'il n'y avait pas une maison que je ne connaissais pas. Hein. Et puis après, à un moment donné, il y a le curé. J'allais chercher mon père qui venait de Mulhouse, qui allait tous les lundis, qui allait faire des achats pour son métier. Et puis j'allais chercher mon père, attendre mon père, parce qu'il nous apportait toujours quelque chose.
Bon, et puis j'entre à la gare, il y a une bonne femme, et puis le curé qui est venu. Mais moi je ne savais pas que c'était le curé ou c'est une bonne femme. Alors même mon père, il ne l'avait pas vu. Alors elle m'a, paraît-il qu'elle m'a vu. Et quand elle m'a vu, elle a dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle ressemble à Catherine. Cette fille, Catherine, c'était ma grand-mère. Paraît-il, comme deux gouttes d'eau, je ressemblais à ma grand-mère. Alors elle marchait derrière nous et il a dit, Émile, je ne savais pas que tu étais ici avant une semaine. Alors elle s'est retournée. Ah, elle dit bon, elle dit oui. Eh bien écoute, ta fille, hein, c'est Catherine cachée. Catherine, c'est la grand-mère. Et c'est comme ça, ils se sont parlé, et comme ça se passe. Puis, oh, tu sais, tu m'enverras ta fille hein, pour faire les courses. Et moi, toute contente, tu sais, c'était une des plus grandes maisons du village. Aller chez le curé faire les courses, je faisais les courses. Après, tu vas donner au lapin, après, tu vas arroser les fleurs. Après, à la suite, c'était presque moi qui organisé à 10 ans. Quand une se mariait dans le village, elle disait, tu vois, tu sais faire davantage que celle qui se marie aujourd'hui. Ouais. Tu vois, elle me prenait comme ça. Ouais. Puis je suis restée jusqu'à l'âge de 13 ans. Hein, je faisais les courses, je faisais quand on n'avait pas les batteurs électriques et les machins, quand il fallait faire les gâteaux. Allez, tiens, tourne. J'étais obligée de tourner l'œuf et le sucre là pour tout ce qui était long, tout ce qui était machin. Et très jeune, elle me fait laver les vitres, elle m'a fait brosser les parquets avec la brosse à main. J'ai travaillé ici. Ils m'ont fait bosser. Hein. Et après, mon frère aussi qui est venu. Hein, lui, il devait chercher des machins plus... ce qui était pour les garçons. Hein. Et puis voilà. Et puis après, quand j'avais 13 ans, j'ai dit, oh merde, je vais partir, je ne vais plus rester. Non, je ne veux plus rester parce que vraiment, il me mettait le... Vous aviez 13 ans? Hein, jusqu'à la sortie de l'école. Et c'était chez le curé? Chez le curé. Après, quand il venait faire la... Parce qu'il venait à l'école pour faire le catéchisme. Hein, c'était encore l'église et le machin. Pour faire le catéchisme. Il m'a dit, toi, tu vas chez Marie. Marie, c'était la bonne. Alors, il avait besoin de rester. Tu sais, quand t'es gosse, hein, on crâne un peu, j'étais un peu le machin. Le matin, quand je venais en retard à l'école, ça faisait rien. La maîtresse ne disait rien, parce qu'elle savait que c'est le curé qui devait faire des commissions. Ah, et pas payé, hein. Juste parce qu'elle connaissait ma famille. La bonne, elle connaissait toute côté de mon père. Hein, elle connaissait tout le monde. Alors, c'était un... Bien sûr, je ne dis pas, j'ai appris des choses, j'ai vu des choses que je n'aurais jamais vues chez moi. Hein, c'était la grande maison, on voyait que c'était riche et bien des choses, même pour la cuisine, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. Mais, paraît-il qu'il n'avait quand même pas une de ces Irma dans le village. Il n'a pas trouvé une de ces Irma. Qui m'a dit, quand j'étais à l'hôpital, il est venu me voir quand même. Il a dit, c'est une de ces Irma, il ne l'a plus trouvée. Pourquoi à l'hôpital? Parce que j'étais opéré avec l'appendice. Alors, il est venu et ça a tourné en péritonite. Alors, je suis resté 2 mois à l'hôpital. Hein. Alors, quand même, parce qu'il venait chaque semaine à l'hôpital pour faire confesser les sœurs, les bonnes sœurs. Alors, il venait me voir. Des fois, il dormait à côté. Il y a un homme qui dormait. Un petit croc, un petit machin. Enfin, maintenant, je ris, hein, maintenant, avant ce moment-là. Et puis voilà. Vous aviez 13 ans alors? Quand vous avez eu l'appendicite? L'appendicite, c'était déjà pendant la guerre. Ah, et il continuait à... Ah, il venait me voir juste avant, on ne se voyait plus quand je suis partie de chez lui. Ouais. Si, de temps en temps, j'allais chez la bonne parce que fallait lui porter des trucs que je travaillais à Mulhouse après, dans une cotonnerie, ce machin de travailler le coton, tu vois, je faisais les dessins avec les fils là pour tisser, avant le tissage. Je mettais les fils dans les métiers. Alors donc on avait des possibilités d'acheter des tissus pas chers. Hein. Et alors elle me disait, ben, tu m'emmènes ça, tu m'emmènes ceci. De temps en temps, j'allais chez elle.
je suis quand même restée comme ça, sans courir, sans... Hein. Oh, ben tu sais, j'avais une vie, c'est comme dans le village, naturellement. Moi qui suis chez le curé, hein, j'étais... Il y avait un certain prestige. C'est ça. C'est ça. Le curé me faisait tout faire, il dit, va voir, c'est du monde pour professer. Va voir, aujourd'hui, il faut que tu ailles au couvent, tu vas aller chercher des hosties. Va voir, je n'ai pas le temps d'aller sonner pour l'angelus, tu vas aller sonner les cloches. Et avec une peur, parce que pour monter au clocher, toujours peur qu'il y en avait un caché quelque part. Et je le faisais. J'ai tout fait, moi. Oh là là, mon Dieu, quand j'y pense, je dis... Si on raconte, personne ne va le croire. Je dis, c'est pas possible. Camille a déjà fait tout ça. Camille a fait tout ça. Hein? Et vos parents, ils étaient au courant? Oui. À ma mère, quand je lui disais, je fais ça et ça, elle dit, de quoi? Elle te fait faire ça? Oh, mais ça va, moi, je ne me suis pas plaint. Hein? Non, non, non. Ah non. Ça ne m'aurait pas plu s'il aurait dit, tiens, maintenant on va prendre une telle et telle. Non, c'était moi, et pas une autre. Et quand je suis partie de moi-même parce que je commençait à avoir... j'en avais assez. Parce que je ne pouvais pas m'habiller, ma mère ne pouvait pas m'habiller comme elle voulait. Elle disait à ma mère, même au confessionnal, il faut qu'elle m'habille moins jolie, moins élégante, parce qu'il paraît que je tapais dans les cieux le bonhomme. Ah. Alors tu vois, le curé. Dans les yeux du curé? Non, mais le curé qui voyait ça, et il dit c'est ça ma mère, confessionnal. Oh, mon Dieu, c'est vrai, quand on entend des trucs comme ça, mais c'est pas possible. Enfin. Et le dimanche, il y avait la messe? Ah ben, j'allais à la première messe, j'allais aux grandes messes, j'allais au vêpres, j'allais au rosaire. Hein. Et quand le curé n'était pas là, c'est moi qui lisais la litanie. Ah bon? Ah oui. Et ça créait pas des jalousies dans le Ah village? non, d'un côté jaloux, oui, c'était bien jaloux sur moi, surtout étant jeune fille, parce que j'étais toujours très coquette, comme j'étais la fille unique, et ma mère qui savait faire la couture avec un chiffon, elle faisait. Et comme elle disait la voisine, toi un chiffon tapis, c'est vrai, il y avait des facilités, et ma mère, elle était assez, étant petite, à 8 ans, là, comme elle a acheté, on mettait des, comment on les appelle, des rubans, tu vois. Et la voisine qui avait une grande famille, quand j'avais un nouveau, de nouveau un autre, il prit dans tous les coins. Alors une fois, j'avais tellement marre que je lui ai tiré la langue. Alors elle est allée dire à ma mère, elle a dit, vous ne savez pas. Je lui ai dit ça et ça, elle m'a tiré la langue. Elle a dit oui, parce que vous la critiquez tout le temps. Chaque fois qu'elle a quelque chose de nouveau, vous la critiquez. Je laisse-la tranquille. C'est pas elle qui commande, c'est moi qui le fais. À partir de là, c'est tu sais, dans les villages, hein, c'est pas... Mais je savais pas que vous aviez un deuxième frère. Ah ben, Marcel. Marcel? Marcel, c'était celui-là qui est un an moins jeune que moi. Oui, et il y avait un autre frère. Charles, tonton Charles, qui est mort après la mort de mon mari. Qui était plus jeune que vous aussi? Non, il était plus âgé. C'est celui-là qui est né en Allemagne. Qui est né... Avant moi. Ouais. Et vous aussi, vous êtes né en Allemagne? Non, je suis à Pansenen. Attends, je vais chercher le livret de famille. J'ai un livret de famille. Attends. Alors donc, mon père il est né en 1887. Ma mère en 1890. Ils se sont mariés en 1917. Karlsruhe. Oui, Karlsruhe. Premier enfant. Donc Charles.
Carreau. Tac, tac, tac. 1918. Et moi je suis née en 1921. 9 février, tu vois, alors là, là c'est allemand et là c'est français. Ah ouais. D'accord. Voilà. Je pourrais en faire une photocopie? Hein? Est-ce que je pourrais faire une photocopie? Une photocopie de ça? Oui. Si tu veux. Pour avoir les noms. Ah voilà. Regina. Burkhardt. 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 D'accord. Bon. Et Marcel, il est... Karlsruhe, zweites Kind, Irma, et drittes Kind, troisième enfant, Marcel, en 22. Tu vois, moi je suis en 21 février, lui octobre 22. Hein. Voilà. Il est décédé à Stalino, Russie, le 28 juillet en 43. Tu vois, je ne me rappelle plus très bien. Stalino, c'est Stalingrad? Stalino, c'est... Oui, ça n'existe plus, c'est Stalino. Ils l'ont changé, je ne sais pas si c'est Stalingrad ou... Je ne sais pas, ce n'est plus... Ah oui, et ça a été fait en 49, donc c'est pour ça que c'est en français alors. Non, ça c'est le truc de... la reconnaissance que c'est vrai, que de... Comment on appelle ça? Beglaubigung Standesbeamte, le 27 décembre, parce que c'est le maire qui a reconnu que... Hein. Et puis tu vois, mes machins, donc ma famille est à Fête Rousse, et ma marraine, donc, elle est restée à Dankirch, ça veut dire Dan-Marie. Ouais, c'est ça. Mon frère Charles s'est marié en 55 à Bansenheim, avec une fille de belle manie. Pensez que vous avez des photos? Oui.